La moyenne vous dit où se trouve le centre, mais elle ne vous dit rien sur ce qui se passe tout autour. Un histogramme, lui, raconte toute l'histoire, c'est-à-dire où sont regroupées vos données, si elles sont symétriques, s'il y a des valeurs extrêmes, si elles forment un seul groupe ou plusieurs. Aujourd'hui, on apprend à lire ce langage visuel. Contexte. Vous travaillez pour une banque. On vous donne les montants des transactions de 10 000 clients. Votre responsable vous demande comment sont repartis ces montants. Si vous donnez juste la moyenne, qui est de 150 €, sachez que vous cachez l'essentiel. Peut-être que 80% des transactions sont inférieures à 50 € et que quelques grosses transactions tirent la moyenne vers le haut. Peut-être aussi qu'il y a deux types de clients, ceux qui font des petits achats et bien sûr ceux qui font des gros achats. L'histogramme révèle ces structures qui sont invisibles à la moyenne. Il s'agira donc de votre premier outil d'exploration. Définissons un peu ce que c'est qu'un histogramme. Il s'agit ici de la représentation graphique d'une distribution d'une variable quantitative continue. Il découpe l'ensemble des valeurs en intervalles, appelées classes ou bins, et représente par des barres accolées le nombre d'observations, c'est-à-dire la moyenne d'une classe, dans chaque intervalle. Alors, comment peut-on différencier un histogramme de ce qu'on appelle les diagrammes en barres? Les diagrammes en barres sont utilisés pour des variables catégorielles, c'est-à-dire des variables qui sont ordinales ou nominales, et les histogrammes, quant à eux, sont utilisés pour les variables quantitatives et particulièrement continues. Si on essaye de voir comment ou bien quels sont les éléments qui constituent un histogramme, nous voyons que un histogramme est donc constitué d'un axe des abscisses x qui représente les valeurs de la variable, découpée en intervalles bien sûr, et un axe des ordonnées y qui représente l'effectif, c'est-à-dire le nombre total d'observations de la classe. Bien sûr, ça peut aussi représenter la fréquence, qui est souvent estimée en pourcentage. Puis, les barres verticales, quant à elles, représentent chacun un intervalle. Sa longueur, la longueur de la barre, indique combien d'observations tombent dans cet intervalle. Pour construire un histogramme, les étapes sont vraiment simples. Il faut de prime abord déterminer le nombre d'intervalles, ce qu'on appelle bins, ou leur largeur. On va expliquer ça tout à l'heure. Déterminer aussi compter combien d'observations tombent dans chaque intervalle et dessiner en barre accolée dont la hauteur va correspondre à l'effectif qu'on vient de déterminer à l'étape 2. Alors, pour trouver le nombre de bins, il y a plusieurs règles qu'on utilise. Premièrement, nous allons parler de la règle de Sturge. Ici, K, qui représente le nombre de bins, est égal à 1 plus logarithme de n. Cette règle est souvent mise par défaut dans nos logiciels qu'on utilise. Il y a par exemple Excel, qu'on va démontrer dans la prochaine formation qui sera pratique. Puis nous avons la règle de Friedman-Diaconis. C'est la règle la plus robuste en fait. Ici, K qui représente le nombre de bins est égal à max moins min. Max représente la valeur maximale qui est obtenue parmi les observations. Min, c'est la valeur minimale qu'on va diviser la différence par 2 fois IQR. IQR qui représente l'interquartile obtenu grâce à la différence du troisième quartile et du premier quartile. On va multiplier fois n à la puissance moins 1 tiers. N ici représente le nombre total d'observations. Puis, nous avons la règle empirique, où K dépend de la taille des données qu'on avait auparavant. Et généralement, on choisit K entre 5 et 20. Prenons un exemple. Pour 1000 observations, lorsqu'on utilise la règle de Sturge, cette première règle,
qui est utilisé dans nos logiciels, on trouve que 1 plus logarithme de 1000, sensiblement à 1 plus 10, va nous donner 11 bins. Et la construction de notre histogramme aura 11 bins qui vont représenter 11 intervalles ou bien 11 classes. Alors, la représentation des histogrammes permet de révéler si une distribution est symétrique ou asymétrique. On parle de distribution symétrique lorsque les valeurs sont équitablement reparties tout autour du centre. La moyenne et la médiane sont proches ou même égales. Ici, le centre n'est pas forcément 0. Les valeurs, il suffit que les valeurs soient équitablement reparties à gauche et à droite tout autour d'une valeur précise. Parlons de l'asymétrie à droite. En anglais, on parle de skewness positive. On parle d'asymétrie à droite lorsque la queue s'allonge vers la droite. Dans ce cas, la moyenne est plutôt supérieure à la médiane. Ici, on a un right skewness, où on présente le mode, la médiane et la moyenne. On voit que la médiane est inférieure à la moyenne, qui s'avère se rapprocher de certaines valeurs qui seront éloignées du centre, d'où sa supériorité ou bien son inclinaison vers la droite. On parlera aussi d'asymétrie à gauche, skewness négative. Ici, la queue s'allonge plutôt vers la gauche et la moyenne obtenue sera inférieure à la médiane, puisqu'il y aura d'autres valeurs qui vont traîner vers la gauche et qui auront tendance à ramener la moyenne plutôt vers la gauche, d'où son infériorité par rapport à la médiane. Par exemple, on peut prendre le temps de réponse pour la symétrie à droite. Plus on envoie des informations en ligne, tout le monde n'est pas connecté au même moment, ce qui fait que les personnes connectées instantanément peuvent répondre, d'autres vont plutôt souhaiter répondre avec un peu de retard, ce qui fait que les données vont plutôt s'allonger vers la droite. Ici, pour la symétrie à gauche, on prend plutôt l'exemple des notes d'examen. Très facile, majoritairement des notes élevées et quelques notes qui sont faibles. Ce sont les notes faibles qui vont traîner vers la gauche. Alors, le nombre de pics est aussi observé directement dans les histogrammes. On dira qu'une distribution est unimodale lorsqu'il y a un seul pic. C'est-à-dire que la plupart des observations se concentrent autour d'une valeur. Par exemple, on a la taille des adultes, des hommes adultes précisément. On parlera aussi d'une distribution bimodale lorsqu'on a deux pics. Cela suggère la présence de deux sous-groupes distincts dans vos données. L'interprétation métier d'une distribution bimodale donne un signal fort qui nous amène à réfléchir. Dans ces circonstances, ça veut dire que nos données contiennent probablement deux populations différentes qu'il faut les analyser de façon séparée. Par exemple, ici on prend la taille des adultes. La taille des hommes aura tendance à s'accumuler autour d'une valeur et la taille des femmes aura tendance à s'accumuler autour d'une autre valeur. Alors, l'interprétation métier voudrait que nous analysons les hommes à part et les femmes aussi à part. Le nombre de pics, on peut aussi avoir une distribution multimodale, c'est-à-dire plusieurs pics ou bien plusieurs sous-ensembles. On parlera aussi d'aplatissement comme caractéristique révélée par les histogrammes. On dira qu'une distribution est platicurtique lorsqu'elle est plus plate que la normale, c'est-à-dire que les valeurs sont dispersées. On dira plutôt qu'elle est mésocurtique lorsque la distribution est normale.
l'aplatissement est modéré. On dira qu'elle est leptokurtique lorsque la distribution est plus pointue que la normale, c'est-à-dire que les valeurs sont concentrées autour du centre avec des queues épais. On dira ici que les valeurs, on peut faire une similitude avec le nombre de pics. Pour leptokurtique, on peut faire une similitude avec le fait que nos distributions sont regroupées autour d'un pic, c'est-à-dire unimodal, et les autres distributions sont éparpillées de part et d'autre. Par exemple, on prend ici le rendement financier qui présente des queues épaisses. Lorsqu'il y a les risques extrêmes et plus probables que prévu par la normale. Il y a certains pièges à éviter lorsqu'on étudie les histogrammes. Premièrement, la manipulation des bins. Avoir trop peu de bins, on cache les détails. Et lorsqu'il y a trop de bins, ici, on voit trop de bruit. Alors, il faut gérer et manipuler les bins en utilisant des règles de calcul et non prendre des bins au hasard. Deuxièmement, il faut comparer le fait de comparer des histogrammes avec des échelles différentes peuvent nous conduire en erreur. Il faut plutôt utiliser les mêmes bins et les mêmes échelles pour comparer deux données, deux datasets. Comme troisième piège, confondre histogramme et diagramme en barre. L'histogramme est pour les variables quantitatives continues et les diagrammes en barre sont utilisés pour les variables catégorielles ou bien qualitatives. Piège numéro 4, ignorer les effectifs. Un histogramme avec un petit échantillon peut donner une forme trompeuse. Il faut toujours mentionner la taille de l'échantillon quand on présente un histogramme. Le dernier piège ici, c'est l'interprétation rapide qu'on fait à partir d'un histogramme. Une distribution bimodale n'est pas forcément deux groupes réels. Cela peut être un artefact de choix de bins. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut vérifier avec d'autres bins et avec d'autres visualisations avant de prendre une conclusion. Aujourd'hui, nous avons appris à lire l'histoire que racontent nos données avec leur distribution, qui est l'histogramme. On va prendre quelques exemples concrets. L'exemple 1, analyse du temps de chargement d'un site web. Ici, on nous présente qui montre une distribution bimodale. Un pic à 0,5 secondes pour les utilisateurs ayant une très bonne connexion Internet et un pic à 3 secondes pour les utilisateurs qui ont une connexion Internet lente. Ce qu'il faut faire lorsqu'on a ce genre de distribution, dans ce cas précis, on va plutôt chercher à optimiser le site pour les connexions lentes. On peut, par exemple, alléger les interfaces qui s'affichent lors de la connexion, ou bien, oui, lors de la connexion avec le site, parce qu'on a deux populations qui sont catégoriquement différentes. Les autres avec une bonne connexion et les autres avec une connexion lente. Il faut étudier les deux cas et chercher à comment optimiser les utilisateurs qui ont une connexion lente afin de les ramener ou bien les attirer à rester présents à utiliser l'application jusqu'à son temps de chargement. Deuxième exemple, l'analyse des salaires. Lorsqu'on nous présente par exemple un histogramme ou dans une entreprise, il y a une asymétrie à droite. Beaucoup de clients sont autour de 30K, 40K et peu de personnes ont un salaire qui va jusqu'à 200K. La conclusion qu'il faut prendre lorsqu'on a ce genre d'histogramme, c'est qu'il faut présenter la médiane au lieu de présenter la moyenne. Lorsqu'on présente la moyenne, on trouve 55K. Et là, ça ne révèle pas la nature de nos données, puisque
nos données sont plutôt, les valeurs sont plutôt concentrées autour de 30-40. Lorsqu'on va présenter la médiane qui sera égale à 38K, ça sera plus représentatif. Qu'est-ce qu'il faut donc retenir aujourd'hui? L'histogramme révèle la forme cachée des données. L'histogramme permet de savoir si une distribution est symétrique ou asymétrique, permet de révéler le nombre de pics et voir l'aplatissement des données. Le choix de Beans est crucial et obéit à certaines règles. Et un histogramme bien fait vaut une analyse complète. Demain, nous verrons le box plot, un graphique compact qui résume en un coup d'œil la médiane, les quartiles et les outliers. À demain pour une nouvelle vidéo.